Lisa Doraz, vous êtes docteur en histoire, auteur de la collection L'histoire de la Corse racontée aux enfants avec Frédéric Bertocchine, dessin de Michel Espinosa. Vous considériez qu'il manquait une référence en la matière ? Alors, en fait, c'est un ouvrage ludique. Je le dis bien, ce n'est pas un support pédagogique. Il y a des supports pédagogiques qui existent. Il y a le travail qui est mené par le CRDP, dont j'ai une représentante à mes côtés. Je pense à cette Storia di Cortica de Denis Lucian, par exemple. Nous, c'était véritablement un projet personnel. C'était l'envie de retrouver ces supports d'antan qui donnent envie, enfin à moi personnellement, qui m'ont donné envie de faire de l'histoire quand j'étais enfant. Je pense à des Alain Decaux avec leurs histoires racontées. Je pense à Il était une fois l'homme. Bon, on n'en est pas loin. Il était une fois l'homme, c'est une BD, c'est un dessin animé, mais on n'en est pas loin non plus dans le principe. Et le support en fait histoire illustrée s'adresse à un public jeune, mais pas que, et permet de détourner un petit peu la BD, la rendre plus simple, plus accessible, et d'offrir des pages de l'histoire de la Corse. Lisa, dans cette histoire justement illustrée, enfin histoire de la Corse racontée aux enfants, c'est 7-11 ans la cible essentiellement. Même mais il y a plus grands, voilà, les adultes parfois. Il y a plusieurs lectures, oui. On y reviendra. On suit les aventures donc de Nadal et Sérène et de l'abeille à Babel, donc au fil des époques. Vous vous êtes appuyé sur des ouvrages de référence. On peut citer peut-être quelques-uns des auteurs, Antoine-Marie Gradiane, Michel Verger et Francesco, Jean-Marie Arrighi. Comment s'est organisé ce travail de recherche, de compilation et de sélection surtout, parce que évidemment il y a des figures très... ce sont des évidences, des faits historiques évidents, mais voilà. Comment s'est passé ce travail de sélection et de recherche? Comme tout travail d'historien, en fait, c'est le croisement des sources qui détermine finalement les choix opérés. Bon, il y a toujours une part de subjectivité, mais comme toute science humaine, on dira que la part de subjectivité est importante. Là, on a fait véritablement des choix, certes d'évidence, des personnages incontournables, des hauts faits, puisque c'est une histoire chronologique et non pas une histoire thématique. Donc évidemment, il y a des périodes il y a des moments clés de l'histoire de la Corse. Après, nous avons été aussi limités par le nombre de pages. Le support aussi. On aurait pu faire plus sur certaines périodes. De toute façon, on peut toujours faire plus. Je sais que moi, j'ai eu quelques frustrations, par exemple, sur le XXe siècle. Le XXe siècle, il y a tellement de choses qu'on peut dire, et surtout sur la fin, sur le Riaquiste. Et malheureusement, on a été obligé d'avancer et de faire des choix. Voilà. Donc, on a croisé ces sources. On a travaillé sur, évidemment, Antoine-Marie Gradiane, sur Jean-Marie Arrighi, qui en plus a livré récemment une chronologie aux éditions Albiane, donc qui était aussi très importante pour nous parce que ça nous a permis justement de voir que cette chronologie, elle était aussi dans nos ouvrages, donc qu'il y avait des recoupements qui pouvaient s'exercer. Je pense aussi au travail, par exemple, sur le Moyen-Âge de Philippe Colomban, qui est un travail aussi remarquable. Donc il y a une rigueur scientifique. Bien sûr. Tous les deux, nous sommes historiens de formation, donc on a retrouvé finalement, si on peut dire, les réflexes d'un travail historique. Est-ce que vous avez appris des choses ? On apprend toujours des choses en histoire de toute façon. Moi, je suis contemporanéiste. Frédéric a travaillé plus sur l'Antiquité. Frédéric Bertocchine, oui, a travaillé plus sur l'Antiquité. Donc c'est vrai que, par exemple, il avait travaillé aussi beaucoup sur Paoli, etc. Mais par exemple sur le Moyen-Âge, qui est une période un petit peu méconnue, évidemment qu'on apprend des choses et qu'on découvre des choses qu'on ignorait. Une question qui s'adresse à vous deux maintenant. Comment évite-t-on l'écueil de la subjectivité ou de la partialité quand on est enseignant ou historien ? En travaillant surtout sur les quand sources. On s'adresse aux plus jeunes. Voilà. En travaillant au maximum sur les sources, de toute façon, en les croisant. Voilà, il faut croiser les sources, il faut mener une réflexion dénuée d'affect, si je peux dire. Bon, après, on est des êtres humains, donc forcément, une part de subjectivité existe toujours. Mais il y a quand même une démarche historique qui est une démarche scientifique. L'histoire, c'est une science. Donc, il faut évidemment utiliser les outils à disposition pour arriver à rendre un rendu le plus objectif possible.
Oui, pour la Marie. production, évidemment c'est pareil. Hein. Nous faisons appel souvent à des auteurs extérieurs. Donc, Lise a cité Philippe Colombani, qui est un de nos auteurs vraiment qui participe très souvent à nos productions. Et donc là, l'auteur après, évidemment, lui est libre d'écrire ce qu'il veut, mais il faut quand même dire que nous avons après une caution pédagogique via les inspecteurs d'académie, hein, les IPR, les inspecteurs d'académie. Donc je pense que là, on n'est pas suspect de partialité ou de la subjectivité. Voilà. Évidemment, elle y est toujours, forcément. L'histoire, l'histoire, c'est une chance. Elle a évolué au fil des siècles. On n'écrit plus l'histoire comme on l'écrivait au 19e siècle. On n'est plus dans l'ère Michelet. Hein. On n'écrit pas le roman national. Et on a dépassé ce stade-là. Aujourd'hui, on est dans la science. Il y a des méthodes et ces méthodes, on les emploie de toute façon. Après, évidemment, l'histoire évolue, hein, comme on la réécrira certainement dans les siècles à venir. Donc voilà, c'est un travail aussi intenté. Oui, et puis ensuite, je veux dire, tout écrit, je pense, ou écrit, ou quel que soit le support. Et après, évidemment, aussi, point de départ à la discussion, au développement de l'esprit critique chez l'enfant. Donc, c'est peut-être même souhaitable aussi, une certaine dose de subjectivité et de partialité. Tout à fait. Quand on parle, par exemple, de la préhistoire, je veux dire, la préhistoire, ça évolue très vite. La recherche évolue énormément, donc forcément, il y a des choses qu'on dit. Donc on parlait de la Dame de Bonifacio, etc. Mais aujourd'hui, on sait très bien que la Dame de Bonifacio n'était pas l'ancêtre des Corses. Il y a eu d'autres ancêtres. Donc voilà, tous ces questionnements, ils s'écrivent au fil du temps. Donc forcément, il y aura des choses qui vont évoluer dans les années à venir, dans le domaine de la recherche. Marie-Ange. Oui, non, c'était pour rebondir sur l'ère Michelet et le roman national. Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'en ce moment même, il y a un roman régional qui est en train de s'écrire? Et puis, alors, disons le mot nationaliste, encore, c'est juste une évidence. Oui, mais plus largement, vraiment régional. Quand il y a une question identitaire, bien évidemment, il y a une volonté d'écrire une histoire qui correspond évidemment à ce sentiment identitaire, mais il y a quand même aujourd'hui une université qui est en place depuis les années 80, donc avec des scientifiques, des gens qui travaillent sur des méthodes historiques. Aujourd'hui, on a depuis des années des outils à disposition pour pouvoir évidemment travailler de manière scientifique. Alors, plusieurs lectures donc pour les cahiers d'Esther, plusieurs lectures également, Lisa, pour l'histoire de la Corse. Oui, donc il y a une lecture évidemment en suivant ces deux personnages. Hein. Là, les enfants vont s'identifier aux personnages, un petit garçon, une petite fille. Bon, hein, il y en a pour tous les goûts. C'est bien, parité respectée. Et puis il y a ces petits encadrés en fin de page qui apportent la touche pédagogique pour la lecture avec les parents. C'est-à-dire les parents vont amener le côté un petit peu sérieux, pédagogique, en expliquant des termes un petit peu plus compliqués qui sont dans les dialogues. Et puis il y a l'abeille. Alors l'abeille s'adresse aux plus petits. Elle apporte la touche comique puisqu'elle est mise en situation. Donc elle est partout, elle est en tenue d'époque, elles se font des corps. Voilà. Lisa Marie-Dominique, je vous propose maintenant de répondre à notre interview « Il était une fois ». Alors, la date ou l'événement le plus important pour vous de l'histoire de la Corse? Évidemment, hein, moi je pourrais en citer plusieurs. On va être classique, hein, on va parler de Pontenot, on va parler des événements d'Aléria. Voilà, c'est des dates incontournables, des moments clés de l'histoire de la Corse. Alors pour rester en lien avec l'enseignement, je dirais l'ouverture de la première université, voilà, 1765, qui a malheureusement peu duré. Oui, effectivement. La figure historique pour vous? Bon, allez, moi, pour me faire plaisir, je dirais Faustine Agafour, mais bon, évidemment, Paoli est incontournable. Hein. Napoléon aussi, on ne peut pas les opposer. Et puis, sans Pirocourte, voilà, c'est les trois personnages fondamentaux. Oui, moi je dirais Paoli par rapport évidemment aux Lumières, etc., toutes les idées qu'il a véhiculées. Et alors Lisa tout à l'heure disait Alona Libunivaz, on est Mikanos Ramtik. Moi je la citerai quand même parce que, moi je sais que quand j'enseignais
en collège, c'est vrai que c'était une façon de dire regardez, à partir de là, de cette découverte, on a connu notre histoire justement et les prémices donc de l'histoire. Et je trouve qu'elle est quand même importante. Bon, je défendrai toute seule Napoléon Bonaparte. Et on se projette un petit peu le prochain grand rendez-vous de la Corse avec son histoire. Nous, on en a parlé. Vous en parlez un petit peu, je vais montrer. Le retour vers le futur est déjà en marche. Non, on a, évidemment, c'est la Squadra Gourse qui gagne la Coupe du Monde. Non, je plaisante. Non, c'est certainement les évolutions de statut à venir, voilà, peut-être. Donc, politique. La suite, Lisa, c'est la collection en langue corse. Tout à fait, voilà, qui est prévue pour l'été prochain, et puis d'autres surprises en matière d'histoire de Corse. Et puis nous avons presque achevé ce même principe pour l'histoire de France. En 6 tomes. En 6 tomes aussi, voilà. Également. Tout à fait. Qui sera toujours aux éditions Clémentine. On a oublié de citer l'éditeur. Aux éditions Clémentine, voilà. D'accord. Donc ça, vous sortez carrément de Lille. Tout à fait, oui, oui. Le travail, la recherche est déjà réalisée. Oui, tout à fait. On en est à la phase de dessin actuellement. Et oui, on a achevé ce travail. On a travaillé de la même façon, c'est-à-dire là aussi en s'appuyant sur des sources historiques. Et on a essayé voilà, de coller aussi aux 6 tomes. Et là aussi, il a fallu faire des choix. Alors, est-ce que vous respectez l'enseignement, ou en tout cas thématique ou l'enseignement chronologique de l'histoire avec ces 6 tomes? C'est un grand débat, ça aussi. Là, on est dans de la chronologie, bien évidemment. Après, si demain c'était un ouvrage scientifique, on serait dans du thématique. Marie-Dominique Pour Prédal. l'enseignement, je pense que je dirais thématique à condition que la chronologie soit maîtrisée, ce qui est loin d'être le cas parce que les élèves considèrent malheureusement encore l'histoire comme un sac au piena avitium, c'est un peu un sac de vieilleries, et les vieilleries qu'elles datent de l'Antiquité ou de Panthéno, ou pour eux c'est pareil. Moi je me souviens quand je dessinais l'axe chronologique au tableau et que je demandais qu'ils me citent des événements ou des personnages à placer à certaines époques. Bon, si j'étais au Moyen-Âge, ils pouvaient me citer Napoléon par exemple. Et quand je situais Napoléon sur l'axe, je disais regardez l'écart qu'il y a entre le Moyen-Âge et Napoléon et nous, voilà. Alors que Napoléon, ça leur semble vraiment plus que la préhistoire, quoi. C'est les dinosaures, c'est avant les dinosaures, quoi. Donc on a besoin de revenir à des grands repères comme ça. Voilà. Donc je pense que l'idée d'enseigner l'histoire de façon thématique est intéressante parce que justement ça permet de l'insérer ou de l'extraire de choses plus générales, hein. Mais une fois de plus, si la chronologie n'est pas maîtrisée, je crois que ça peut entraîner pas mal de confusion chez l'enfant ou chez le jeune. Ah bah écoutez, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Lisa Dorage, Marie-Dominique Prédal, merci de nous avoir accompagnés. Revenez nous voir quand vous voulez. Je rappelle donc l'histoire de la Corse racontée aux enfants aux éditions Clémentine est toujours disponible. Marie-Ange, merci. Vous aviez oublié mon prénom. N'est-ce pas? J'oublie tout à la fin, vous le savez. Alors pendant le 20h, c'est fini pour aujourd'hui, mais ça continue en replay sur Internet. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt sur France 3 Corse via CN. Merci beaucoup.